Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, situation critique au Soudan. Une alliance de l'opposition et les manifestants ont rejeté la main tendue par les militaires qui ont déclaré ce mercredi être ouverts à des négociations, rappelant que la répression menée par l'armée ces derniers jours a fait plus de 100 morts. La Centrafrique veut redynamiser son secteur minier. Pour ce faire, un recensement des sites miniers d'or et de diamants est en cours dans le pays. Quelques 116 permis miniers d'exploitation et d'exploration ont été accordés en janvier et février dernier. Et puis, plus de 100 000 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera alloué à l'aménagement de la ville camerounaise de Douala. Cette somme est débloquée par la Banque mondiale et le gouvernement camerounais pour la construction d'infrastructures. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Loza Selechi, analyste politique. Bonsoir. Et Doudou Sidibé, président du parti Rassemblement populaire pour le développement. Bonsoir. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Les leaders de la contestation soudanaise restent déterminés malgré la répression de ces derniers jours qui aurait fait plus de 100 morts depuis lundi 3 juin. Les manifestants maintiennent le cap. Mercredi, ils ont rejeté la main tendue du Conseil militaire de transition au pouvoir qui s'est dit ouvert aux négociations sans restriction après les avoir totalement rejetés la veille. Vina Noda. Le Soudan, plongé dans l'instabilité, la dispersion brutale d'un sit-in à Khartoum pour exiger la mise en place d'un gouvernement civil a fait une centaine de morts et plus de 500 blessés selon le dernier bilan du comité central des médecins. Un bilan contredit par les autorités militaires qui de leur côté évoquent une quarantaine de victimes. Sur le terrain, les cartes semblent rebattues. Après avoir annoncé l'annulation de l'accord de transition, le Conseil militaire a fait volte-face et s'est dit ce mercredi 5 juin ouvert aux négociations sans restriction. Mais pour l'opposition et les manifestants, il n'en est plus question. Les militaires ont franchi les Rubicons. Faire 108 morts, une répression que l'on croyait vouée au passé avec le départ de Béchir, faire ce genre de répression, c'est vraiment déplorable. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi une milice privée. Une milice qu'ils ont fait revêtir du chapeau des islamistes. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Mais si on veut vraiment aller de l'avant, sortir les Soudans de l'ornière, il faut absolument que les négociations aboutissent. Cette dégradation de la situation a été vivement condamnée à l'international. L'Union africaine a annoncé ce 6 juin la suspension avec effet immédiat de la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine et ce, jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. L'Union africaine réagit en retard. La crise a commencé à couver depuis longtemps. Et depuis le départ forcé du président Béchir, l'Union africaine aurait dû réagir, c'est qu'elle n'a pas fait, donc c'est quand même un peu tard. Maintenant, nous avons deux forces en présence. D'un côté, les militaires qui sont les anciens collègues du président Béchir, qui ont un comportement corporatiste, et de l'autre, nous avons une société civile assez active qui a montré par tout ce qu'il y a eu comme manifestation ces derniers temps, qu'elle peut se prendre en charge, manifester, dégager l'ancien président. Donc il faudrait une organisation extérieure, l'Union africaine réagit malheureusement en retard, pour essayer de trouver un terrain d'entente entre ces deux camps aux intérêts diamétralement opposés. Une autorité civile, seul moyen selon l'institution panafricaine de permettre au Soudan de sortir de la crise actuelle. Le Conseil militaire de transition suivra-t-il cette recommandation? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, une chose est certaine, la répression militaire n'a pas étouffé l'espoir de liberté d'un peuple qui annonce d'ores et déjà de nouveaux rassemblements. Alors, Monsieur Kane, mardi, le Conseil militaire était contre le dialogue. Mercredi, 5 juin, on change d'épaule, le fusil change d'épaule après une répression sanglante. Est-ce que la réaction de l'opposition de ce fait est légitime de ne pas vouloir aller au dialogue? Moi, je crois que c'est une position légitime. Et puis, il faudra qu'ils aillent jusqu'au bout. Parce que le régime soudanais est chancelant. Et puis, le Soudan a une tradition
tradition guerrière et puis de revendication. Ça, c'est depuis l'Antiquité, hein, avec les Kandaka. Les Kandaka, c'est les femmes vaillantes qui ont lutté même au temps de l'Égypte pharaonique, qui étaient là, c'est elles qui dirigeaient l'État. Donc ça, c'est une tradition africaine parce que nous avons des traditions matrimoniales en Afrique. Les femmes, c'est elles qui dirigent en fait. Et puis pour le Soudan à l'heure actuelle, je crois que le Soudan, la junte militaire soudanaise est soutenue, il faudra le dire, par l'Arabie saoudite, par Bahreïn et puis par l'Égypte. C'est eux qui disent à la junte militaire de ne pas céder face aux revendications du peuple. Et moi, je suis convaincu que la population ira jusqu'au bout. Et puis, il en va de l'intérêt justement des Soudanais, du peuple soudanais et puis de toute l'Afrique. Parce qu'on a vu ce qu'a fait Omar el-Béchir pendant ces 30 années, ces 3 décennies de règne. C'était justement, il a pillé le pays, il a matraqué l'opposition et puis aucune liberté démocratique n'était en vue. Donc je crois que la population est dans son droit et puis il faudra qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors, Monsieur Sidibé, avec cette répression brutale, on peut dire que les masques sont tombés au sein de l'armée. Oui, absolument. L'armée qui se présentait un peu comme en soutien de la population pour faire partir Monsieur el-Béchir. Absolument. Je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir au début. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Union africaine était assez timide, a fait une réaction assez timide en laissant la junte la possibilité d'organiser des élections et une transition et remettre le pouvoir aux civils. Vous ne s'attendez pas à cette situation? Absolument pas du tout. Et comme l'a dit M. Khan, quand la junte a fait des voyages en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, est revenu avec d'autres dispositions. Et donc a entrepris d'annuler les négociations et de passer à une répression. Pourquoi est-ce que vous pensez justement que ces pays-là ne veulent pas une transition démocratique? Parce que ces pays-là ne sont pas des pays qui ont une tradition démocratique. Et ces pays aussi redoutent l'effet domino. Parce que le Soudan est un pays qui est limitrophe de l'Égypte et il peut y avoir une contamination. Donc, cet élan de démocratie, là, ils ont peur d'être contaminés. Le Soudan peut être un laboratoire, parce que si ça marche bien au Soudan, tout le monde pourrait se dire que ça pourrait marcher aussi ailleurs. Donc l'idée, c'est d'étouffer, selon vous? Absolument, absolument. Alors, concernant la situation du Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU n'arrive pas à s'entendre. Mardi soir, la Chine et la Russie ont bloqué une initiative appelant à la paix. Pourquoi, selon vous, Madame Selachi? Je pense qu'il ne s'agit pas, comme vous l'avez tous dit, spécifiquement du Soudan. À l'intérieur du Soudan, il y a bien sûr d'autres intérêts qui sont en jeu. Donc la Russie n'a pas envie d'être en confrontation avec l'Arabie saoudite, ni avec les Émirats arabes unis qui ont proposé 3 milliards de dollars d'aide, pas aux civils, mais au pouvoir de transition militaire. Donc ils soutiennent effectivement ce pouvoir. Je pense que cette partie-là est avérée. Effectivement, quand vous parlez de l'influence de l'Égypte et du fait qu'ils aient changé leur discours, je pense que premièrement, les militaires ont énormément sous-estimé la population. Je pense qu'ils se sont dit qu'à partir de changements cosmétiques comme la poursuite de quelques anciens du régime, la destitution de certains gros anciens du régime, même si ceux qui sont là le sont également, que cela allait entraîner une forme de pacification de la part du peuple qui n'insisterait pas sur le point du pouvoir civil et qui a négocié, en partie d'ailleurs le 27 avril, avec un gouvernement qui devrait être à moitié civil, à moitié militaire. Mais les points de discorde sont 2 là-dessus. Le premier étant que l'armée veut se réserver le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et leur dit prenez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un peu étrange. Et d'autre part, ils leur disent aussi qu'ils n'ont aucune intention d'être minoritaires dans cette assemblée entre les civils et les militaires. Donc je pense qu'effectivement, ils ont sous-estimé le pouvoir et que là, la population ne lâchera pas et je pense que l'opposition a raison de ne plus négocier avec eux. Alors, Monsieur Khan, cette situation met à mal la perspective de voir émerger une transition démocratique négociée entre civils et militaires. Comment est-ce que vous pensez que la situation va évoluer là, étant donné qu'on est dans une impasse qui n'a pas... On est dans une impasse parce que Abdel Fattah al-Burhan, c'est un type qui est faible en fait. Qui est faible parce qu'il s'est laissé manipuler par l'extérieur et puis il s'est laissé manipuler aussi par la redoutable RST.
ça veut dire les Janjawides. Les Janjawides, on sait que ce sont des brigands. Ils ont fait du grabuge dans le Darfour, ça veut dire dans le pays des fours. Le Darfour, c'est le pays des fours. Ils ont fait des grabuges. Il y a eu à peu près entre 1,5 million à 2 millions de morts. 1,5 million à 2 millions de morts. Ils faisaient même des représailles hors de leurs frontières en allant jusqu'au Cameroun, jusqu'au Tchad. Au Cameroun, ils faisaient des pillages, ils faisaient du braconnage d'éléphants. Ça, c'est connu. Donc, les Janjawides, c'est une population rebelle et c'est elle qui est à l'origine justement de ces massacres qui ont eu lieu à Khartoum. Les 108 morts, c'est les Janjawides, ce sont les milices Janjawides qui ont quitté le Darfour, qu'on a ramené, hébété dans la capitale pour faire du grabuge. Donc, je crois que la population doit tenir bon et puis ils doivent essayer aussi de dire à l'opinion internationale. L'opinion internationale commence à se réveiller timidement. L'Union africaine, certes, il y a les Nations Unies, mais surtout, il y a les États-Unis, l'Angleterre et puis la Norvège. Tous les autres États ne disent rien en fait. L'Union européenne devait se saisir de ce problème pour essayer de marteler et puis pour dire que les aides seront coupées, les relations diplomatiques seront coupées. Là, ils seront sans voix. Mais justement, les peuples du monde, par exemple l'Union européenne ou bien d'autres pays qui sont puissants, qui ont leur mot à dire, n'ont rien dit. Vous l'avez souligné tout à l'heure, la Russie et la Chine, justement, ont fait un blocage. Je crois que c'est à cause de leurs intérêts. La Chine a un partenaire important. Absolument, un partenaire dans le pétrole et puis dans les infrastructures aussi, vers la mer Rouge. Mais je crois que ça ne doit pas... Quand il y a un peuple qui est martyrisé, je crois que les intérêts économiques, on doit les mettre de côté, mais les deux pays ne l'ont pas compris, certes. Alors, la Russie a dit attendre une réponse de l'Union africaine avant de donner son avis sur la question. L'Union africaine qui a décidé ce jeudi de suspendre le Soudan. Est-ce que vous pensez que cette mesure-là va avoir un impact sur la situation soudanaise, M. Sidibé? Oui, probablement. De toute façon, c'est dans l'acte constitutif de l'Union africaine, il est stipulé que dans tout pays où il y a un coup d'État, ce pays-là est systématiquement suspendu. Donc l'Union africaine n'a fait qu'appliquer le règlement. Mais je pense qu'il faudrait peut-être aller vers une médiation et très très rapidement, une médiation d'une tierce personne qui peut-être qui est neutre par rapport au conflit. Et pourquoi très rapidement? Parce que s'il y a une deuxième répression, on peut aller vers l'impasse. Parce qu'en étudiant les conflits, je me suis rendu compte que la répression est un facteur aggravant des conflits. Je prends l'exemple de la Casamance, 26 décembre 1982, une marche blanche, une marche pacifique réprimée, 35 morts. Les manifestants se replient et créent Attika, une branche armée. En Syrie, en 2011 également, c'est pareil. En juillet 2011, la création de l'armée syrienne libre, après les massacres de 80 manifestants. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des résidus de mouvements rebelles dans l'opposition et ces mouvements rebelles-là peuvent aller dans la résistance, c'est-à-dire reprendre les armes et essayer de s'organiser. Apparemment, ils ont appelé à la désobéissance totale, mais tout en restant pacifique. Pacifique pour l'instant, mais oui, ça peut évoluer s'il y a une deuxième répression. Voilà. S'il y a des excès, la réaction ne se fera pas attendre. Et c'est ça qu'il faut redouter. C'est pour ça qu'il faut aller très vite vers une médiation. Alors justement, derrière cette répression, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont été pointés. En dehors des intérêts économiques, vous avez parlé de l'aspect idéologique, on a parlé de la démocratie, qui ne veulent pas justement voir s'étendre dans le secteur. L'Égypte aujourd'hui à la tête de l'Union africaine, qu'est-ce que cela implique en fait pour le président Abdel Fattah el-Sisi? C'est compliqué, très compliqué, parce que l'Égypte même influence indirectement le Soudan, et aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Mais heureusement que l'Égypte n'est pas seule, il y a d'autres membres de l'Union africaine, d'autres pays qui pourraient faire basculer une décision Madame partielle. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça alors, je pense que l'Égypte, qui était le symbole de la révolution arabe et qui ensuite a été récupérée par une junte militaire, a justement peur que la même chose se produise chez eux, juste après la junte militaire de l'Algérie qui est également mise en question. Donc ça a l'air d'être la fin d'une époque
pour eux. De plus, les slogans du printemps arabe ont été repris au Soudan. Donc je pense que l'Égypte n'a pas envie de rendre cet événement symbolique ou de montrer que les populations peuvent réellement changer les choses, parce que ça risque de leur arriver en retour également. Sur un autre point, je pense aussi que la société civile a une marge de manœuvre assez large et n'a pas nécessairement besoin, je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais n'a pas besoin de s'armer dans l'immédiat, parce que le Soudan est déjà très fragilisé économiquement et ils ont un taux d'inflation à 70%, c'est juste derrière le Venezuela. Oui. Et ça est aggravé par le nombre de grèves croissantes qui bloquent par exemple Port Soudan et donc les exportations de pétrole. Donc ils ont une marge de manœuvre pour vraiment immobiliser le pays et plier les militaires. Et je pense que si les militaires usent des Janjaweed ou des forces de sécurité contre lesquelles ils avaient défendu les manifestants au début, que s'ils qu'ils ont cette démarche-là, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de moyens ou plus beaucoup d'options qui leur restent pour réussir. D'où le revirement un peu de situation en décidant finalement de dire que voilà, nous sommes ouverts à un dialogue, parce qu'ils pensent justement, selon vous, que si la fronde populaire persiste, ils pourront obtenir gain de cause. S'ils disent nous allons reprendre le dialogue, c'est double, parce qu'ils viennent juste de tirer sur 108 personnes. Donc ça veut dire je vous menace que ça va se reproduire si vous ne nous écoutez pas aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit justement le chef, le général qui est le représentant, Hamid, qui est le représentant de la RST, là, des Janjaweed. Il a dit qu'il n'acceptera pas qu'il y ait un chaos au Soudan. Donc ça, c'est une menace à peine voilée pour dire que si les manifestations continuent, il peut encore justement ouvrir le feu. Et ça, c'est à craindre, parce que s'ils ouvrent le feu, ça, le Soudan, malheureusement, peut partir en lambeaux. Parce que, comme l'a dit M. Sidibé, le Darfour est armé. C'est ça. Et puis, ils cherchent à en découdre aussi. Ils cherchent à en découdre. Ils ont été martyrisés. Il y a à peu près entre 1 million et 2 millions qui ont été liquidés par les Janjaweed, et l'armée régulière. Et puis, bon, donc d'autres forces viendront s'y rajouter. Moi, je crains d'ailleurs que même le Sud-Soudan essaie de donner main forte justement à ces rebelles, s'il y a rébellion, justement. Et puis, le Darfour va s'y mettre. Donc, les pays voisins avec lesquels le Soudan a des contentieux. Oui. Il y a l'Éthiopie et puis il y a aussi le Tchad. Donc eux aussi, ils peuvent s'engouffrer dans la brèche pour faire éclater ce pays. Oui. Oui, parce que, et puis, dans ce pays, le pays n'est pas homogène. Ce qu'on dit que c'est un pays arabe, ce n'est pas un pays arabe du tout. Les Arabes sont minoritaires au Soudan, ils forment 8% de la population. Les autres sont des Nuba, des Dinka et des autres, des Peuls et autres qui forment l'écrasante majorité de la population, qui parlent des langues africaines. Quand ils sont chez eux, ils parlent des langues africaines. Quand ils sont dans la rue, on leur oblige à parler l'arabe. Ça, c'est ça, hein, le Soudan, c'est un puzzle très complexe que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc ça peut être justement, il y a une partie du Soudan qui s'est détachée. C'était le pays le plus important d'Afrique, avec plus de 2 600 millions de kilomètres carrés. Maintenant, c'est l'Algérie qui a repris le flambeau avec la première superficie. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore très, très imposants au point de vue superficie, avec plus de 40 millions d'habitants. Mais s'ils persistent dans cette lignée, le Soudan sera morcelé, parce qu'il y a beaucoup de rébellions à l'intérieur du Soudan. Les Nuba, ils veulent en découdre aussi. Il y a le Darfour. Donc, bon, je crois que l'armée régulière soudanaise, la junte militaire soudanaise, doit savoir raison garder, revenir sur la table de négociation et puis céder le pouvoir aux civils. Voilà. Mais, c'est ça la solution, hein, parce que sinon, malheureusement, ce sera un pays qui sera morcelé. D'accord. On va marquer à présent une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.